Pendant plus de 40 ans, elle fut la gardienne invisible d'une légende que le monde croyait connaître. Tandis que des générations entières vibraient sur One Love et versaient des larmes sur No Woman No Cry, Rita Marley, elle, vivait une autre histoire, une réalité crue, faite de trahisons silencieuses, de dévotions féroces, de balles perdues, de foi inébranlable. Aujourd'hui, à un âge où beaucoup cherchent le calme, elle brise le silence. Pour la première fois, elle raconte. Comment continue-t-on à chanter avec une balle dans le crâne? Comment cuisine-t-on pour son mari et sa maîtresse? Et comment porter un nom, un héritage, une dynastie, alors que l'on a toujours été relégué dans l'ombre? Avant que le monde ne l'élève au rang d'icône mondiale, Bob Marley n'était qu'un jeune garçon de Trenchtown avec une guitare cabossée et des rêves en feu. Et Rita? Elle était là. Membre des Soulettes, croisant le chemin de Bob dans le légendaire Studio One, elle n'était pas seulement une voix harmonieuse. Elle était l'écho de son âme. Il ne lui a pas parlé directement, il envoyait des amis porter ses intentions. Mais Rita, déjà mère d'une petite Sharon, percevait chez Bob une lumière rare. Il adopta Sharon comme sa propre fille. Ce geste, d'apparence simple, fut le premier maillon d'une chaîne de loyauté et de douleur qui allait lier leur destin. Ils se marièrent en 1966. Elle avait 19 ans. Lui, 21. Ce fut aussi l'année où l'empereur Haile Sélassié visita la Jamaïque. Rita, debout parmi la foule, vit ce que personne ne remarqua. Des stigmates, des marques dans ses mains. Pour elle, ce fut une révélation divine. Le rastafarisme devint sa foi. Et Bob? C'est elle qui le convertit. C'est elle qui planta la graine mystique de toute son œuvre future. Rita fut la racine et le roc. Dans les Weller, avec les Itries, sa voix vibrait sous celle de Bob, tressant une force féminine invisible mais essentielle. Elle fut son refuge durant les tournées mondiales, sa compagne durant les émeutes, la pauvreté, l'exil. Ensemble, ils eurent 3 enfants, mais accueillirent aussi ceux des autres. Leur maison était un sanctuaire et un champ de bataille. En 1976, tout aurait pu basculer. Des hommes armés envahirent leur maison de Haut-Prod. Rita prit une balle à la tête. Bob, 2. Leur manager, grièvement blessé. Et pourtant, 48 heures plus tard, elle montait sur scène. Tête bandée, dreadlock collé de sang, elle chantait à côté de Bob lors du concert Smile Jamaica. Ce soir-là, sa simple présence était une révolution silencieuse. Bob leva les bras, défiant la mort. La musique tenait debout là où la politique s'effondrait. Exilé à Londres, Bob écrivit Exodus, considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du siècle. Mais derrière les guitares et les messages, il y avait toujours Rita. Invisible mais présente. Douce mais indomptable. Pourtant, leur amour s'était transformé. Bob était partagé. D'autres femmes entraient dans sa vie. Rita, elle, choisit de ne pas haïr. Elle écrivit qu'elle devait voir Bob comme un frère, un esprit. Elle endurait, mais ne fléchissait pas. Elle préparait parfois le petit déjeuner pour lui, et pour Cindy Breakspeare, sa compagne du moment. En 1977, le cancer frappa. Mélanome. Incurable. Et Rita resta. Elle le suivit à travers les hôpitaux, les continents, les traitements désespérés. Dans ses derniers jours, elle lava ses cheveux, fredonna ses prières, parla doucement. Il portait à son doigt une bague de la royauté éthiopienne, jusqu'au bout. Quand il mourut, Rita ne cria pas. Elle ne s'effondra pas. Elle se leva. Elle prit les rênes de Tuff Gong. Elle affronta les tribunaux, les jalousies, les accusations. Mais elle tint bon. Parce qu'elle n'était pas une veuve. Elle était une héritière. Une compagne d'âme. Elle lança sa propre carrière musicale, obtint des nominations aux Grammy, créa une fondation à son nom, œuvrant pour les femmes et les enfants de Jamaïque et du Ghana. Son fils Ziggy l'a dit, sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Aujourd'hui, dans le calme de sa maison de Miami, entourée de petits-enfants qui l'appellent Nana Rita, elle est toujours debout. Dans l'ombre, mais jamais effacée. Sa voix vibre encore, dans No Woman No Cry, dans chaque note, chaque souvenir. Rita Marley, la femme dans la tempête. Le cœur battant de la légende. Rita Marley avait rêvé d'un amour sacré, d'un lien forgé dans la foi, la musique et le sang. Mais ce qu'elle vécut fut bien différent. Derrière les sourires,
les scènes partagées et les apparences d'un couple mythique, se cachait une réalité douloureuse. La monogamie était un mythe dans l'univers de Bob Marley. En tant que rastafarien convaincu, Bob voyait dans chaque enfant une bénédiction envoyée par Jah. Pour lui, la retenue sexuelle n'était ni naturelle, ni souhaitable. Les enfants, c'est merveilleux, disait-il avec désinvolture. Il n'en faut pas beaucoup. Juste une gentille fille qui ne prend pas de contraceptif. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était une idéologie. Officiellement, Bob Marley a reconnu 11 enfants issus de cette femme différente. Mais les murmures parlent d'une réalité plus vaste. Des enfants non reconnus. Des liaisons secrètes. Des traces laissées aux quatre coins du monde. Pendant qu'il prêchait la fidélité spirituelle dans ses chansons, il vivait un amour fragmenté. Ses aventures ne furent pas de simples écarts. Elles étaient des relations parallèles, parfois simultanées. Certaines femmes donnèrent naissance à ces enfants à quelques jours d'intervalle. En mai 1972, Robert Marley naquit. 3 jours plus tard, Rohan Marley vint au monde. 2 mères différentes. 2 foyers. Et moins d'un mois plus tôt, Rita avait donné naissance à Stephen Marley. Ce n'était pas un hasard. C'était un choix. Un besoin irrépressible de transmettre, de marquer le monde de sa lignée, au prix du cœur de sa femme. Rita, déjà mère de Sharon que Bob avait adoptée comme sa propre fille, accepta plus qu'aucune femme n'aurait dû supporter. Elle éleva, avec un amour immense, non seulement ses enfants, mais aussi ceux nés de l'infidélité. Julian, Karen, Robbie, ils furent élevés sous son toit. Elle leur donna tout, sans distinction. Et pourtant, elle souffrait. Dans ses mémoires No Women No Cry, elle confie avoir souvent refusé les rapports avec Bob. Non par rejet, mais par peur. Peur qu'il revienne d'une autre femme, sans protection. Peur d'être trahie une fois de plus. Tu serres les dents et tu tiens bon, dit-elle à la BBC. Parce que tu es trop amoureuse pour partir. La douleur était immense. Elle vivait sous le même toit que l'infidélité. Elle regardait d'autres femmes porter les enfants de l'homme qu'elle aimait. Elle souriait en public alors que son âme saignait. Mais elle ne partit jamais. Car pour elle, leur lien était sacré. Pas charnel. Mais spirituel. Dieu nous a unis, disait-elle. Et avec le temps, Rita n'était plus l'épouse. Elle était la sœur, la mère, l'ange gardien. Elle était la gardienne de l'homme et du mythe. L'une des liaisons les plus visibles fut celle avec Cindy Breakspeare, Miss Monde 1976. Leur relation était publique, cruelle pour Rita. Cindy donna naissance à Damian Marley, futur prodige du reggae. Elle-même le reconnut, c'était terrifiant. Ma vie n'a plus jamais été la même. D'autres femmes, moins connues, connurent le même sort. Lucy Pounder, Jeannette Hunt, Anita Belnavi, Pat Williams. Certaines, comme Belnavi, étaient célèbres. D'autres, anonymes. Mais toutes portaient un enfant d'un homme qu'elles ne posséderaient jamais. Et leurs enfants? Certains furent accueillis chez les Marley. D'autres grandirent à l'écart. L'un des récits les plus douloureux est celui de Makeda Janesta Marley, née après la mort de Bob. Sa mère, Yvette Crichton, fut l'une des dernières compagnes de Bob. Makeda grandit loin des projecteurs, loin de ses demi-frères et sœurs, isolée du mythe Marley. Malgré tout, ses enfants devinrent une force. Ziggy, Stephen, Damian tous ont porté la musique dans leurs veines. Julian, Kimani, d'autres encore, bâtirent leur propre voix. Mais leur enfance fut marquée par les silences, les tensions. Certains se connurent à peine. D'autres se sentirent plus proches de Rita que de leur propre mère. L'image publique des Marley projetait l'unité, une famille arc-en-ciel, unie dans la musique et les idéaux. Mais derrière chaque photo se cachait une tempête. Jalousie. Rivalité. Douleur silencieuse. Le monde chantait One Love, mais chez les Marley, l'amour était éclaté, complexe, souvent tragique. Et malgré tout cela, Rita est restée debout. Toujours debout. La mort d'un prophète. Voilà ce que le monde pleura ce 11 mai 1981. Mais pour Rita Marley, ce jour-là ne fut pas seulement la fin d'un mythe, ce fut l'effondrement de son monde. Elle perdait plus qu'un mari. Elle perdait un frère d'âme, un partenaire spirituel, l'homme qu'elle avait accompagné dans la gloire et dans la douleur. Et pourtant, la vraie épreuve n'avait pas encore commencé. Derrière les hommages planétaires,
Un cauchemar juridique prenait forme. Bob Marley, légende mondiale et père de 11 enfants, n'avait laissé aucun testament. Pas par oubli. Non. Par croyance. En tant que rastafarien, il rejetait l'idée même de parler de mort. Rédiger un testament, c'était accepter la fin. Et pour lui, la mort n'était qu'une transition, jamais une finalité. Mais la loi, elle, ne connaît ni spiritualité, ni mystique. Et c'est elle qui s'empara de son patrimoine. Estimée à 30 millions de dollars à l'époque, la fortune de Marley devint un butin. Selon les règles jamaïcaines, 10% allait à Rita, 45% à lui être versé durant sa vie, mais Bob n'était plus là. Le reste devait être réparti entre ses enfants. Problème, tous n'étaient pas légalement reconnus. Certains, comme Imani Carroll, prétendue première fille de Bob, n'avaient jamais été officiellement admis comme héritiers. D'autres, comme Makeda Janesta, naquirent après sa mort, dans l'ombre d'un empire qu'elle ne pourrait que contempler de loin. Rien n'était clair. Aucun document. Aucune directive. Alors tout devint contestable. Les droits d'auteur, l'image, les royalties, la moindre note de musique. Et c'est là que tout explosa. Dans un geste désespéré, Rita Marley, cette femme qui avait tout supporté, aurait, selon les tribunaux, falsifié la signature de Bob sur des documents cruciaux avec l'aide de son avocat David Steinberg. Une tentative de sauver l'héritage, de garder la main sur ce qu'ils avaient bâti ensemble. Mais le mensonge éclata. La justice la destitua de son rôle de fiduciaire. Une onde de choc frappa la famille Marley. La confiance fut brisée. Le public, troublé. Et comme si cela ne suffisait pas, une meute surgit. Anciens musiciens, producteurs oubliés, cousins éloignés, investisseurs intéressés, tous réclamaient une part du trésor Marley. Même Chris Blackwell, le patron d'Island Records, fut pris dans la tourmente. Certains le voyaient comme un pillard. D'autres, comme le seul capable de gérer le chaos. Et au centre, les enfants. Ziggy, Stephen, Cedella, Rohan, Damian, Julian. Confrontés à un deuil qu'on ne leur laissait pas vivre en paix. Élevés séparément, dans des foyers différents, ils devaient désormais prouver leur sang, parfois via des tests ADN. Des dizaines d'inconnus affirmaient être enfants de Bob. Les tribunaux, dépassés, devaient trancher dans un héritage fracturé. Et la musique? Elle devenait une matière à procès. Chaque chanson, chaque droit de composition, chaque concert passait à la loupe. Des batailles s'engagèrent à travers la Jamaïque, le Royaume-Uni, les États-Unis. Le plus amer? La vente du catalogue musical de Bob. Rita et ses enfants s'opposèrent au prix, qu'ils jugeaient dérisoire, 8,2 millions de dollars. Ils gagnèrent. Et à travers une solution unique, Island Records proposa un plan, 1 million de dollars pour chaque enfant Marley à sa majorité. Et la famille conserva le contrôle du catalogue. Un moment rare de paix, dans une mer de conflits. Aujourd'hui, la marque Marley ne se résume plus à la musique. Casques audio, cannabis, vêtements bio, produits éthiques. L'empire s'est étendu. Et à sa tête, Ziggy, Cedella, Stephen. Mais dans l'ombre, les blessures demeurent. Des enfants ne se parlent plus. Les souvenirs font mal. Rita, âgée de plus de 75 ans, n'a plus les rênes. Mais elle reste la matriarche, celle que tous respectent en silence. Malgré les trahisons, malgré l'humiliation publique, elle n'a jamais sali le nom de Bob. « Je ne suis pas sa veuve », dit-elle un jour. « Je suis encore sa partenaire. » Aujourd'hui, la valeur de l'empire Marley dépasse 500 millions de dollars. Bob figure toujours dans le classement Forbes des artistes morts les plus rentables. Mais aucun chiffre ne peut effacer le prix humain qu'a coûté son silence. Car au fond, cette histoire n'est pas qu'un conflit d'héritage. C'est un avertissement puissant. Quand la foi refuse de voir la mort, quand l'amour n'est pas protégé par la loi, ce sont les survivants qui paient le prix. Et dans cette tempête, c'est Rita qui a tenu la barre.